Bonjour et bienvenue dans cette deuxième conférence organisée par ITIVET. Donc, je m'appelle Samara Chour, je suis médecin vétérinaire et je suis interne en chirurgie à la clinique vétérinaire du Pont de Neuilly. Aujourd'hui, je viens vous parler de la hernie périnéale chez le chien, des techniques chirurgicales. Alors, vous me dites si vous voyez bien les diapos. Hop. Et voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons voir la pathogénie de cette pathologie, les signes cliniques, le diagnostic et, en dernier, les techniques chirurgicales. Donc, l'hernie périnéale, qu'est-ce que c'est? C'est la protrusion des organes pelviens et ou abdominaux dans le périnée suite à l'affaiblissement des muscles autour du l'anus qui forment le diaphragme pelvien. Donc, suite à l'affaiblissement de ces muscles, on a une dilatation et une déviation rectale. La prévalence de cette affection est de 0,1 à 0,4%. C'est une pathologie du chien mâle entier âgé de 7 à 13 ans avec un pic d'incidence entre 7 et 9 ans. Cette pathologie est rare chez la femelle. C'est en partie dû aux particularités anatomiques. Les Pékinois, les Boston, les Boxers et les Corgis, les caniches sont prédisposés à cette pathologie, mais les chiens croisés sont également concernés. Donc, c'est une pathologie qui est multifactorielle. Sa pathogénie fait intervenir plusieurs facteurs dans les pathologies prostatiques, que ce soit des kystes prostatiques, des hypertrophies bénignes de la prostate. Ces pathologies-là font que la pression sur le diaphragme pelvien est augmentée. D'ailleurs, entre 25% à 59% des chiens qui ont une hernie périnéale ont une pathologie prostatique concomitante. Donc, c'est une pathologie qui est hormonodépendante. D'ailleurs, les chiens qui ont été castrés au moment de la chirurgie, au moment de réparer l'hernie, sont moins susceptibles d'avoir des récidives. Donc, les chiens qui sont intacts ont 2,7 fois plus de risques de faire des récidives. Il y a d'autres anomalies, donc on constate sur le rectum qui n'est plus soutenu par les muscles, donc il est dilaté, on peut avoir des inflexions sigmoïdes, des diverticules notamment. Donc en fait, toutes ces modifications vont faire que en fait le chien va avoir des difficultés au moment de faire ses selles et donc va avoir un ténesme et va pousser sur son diaphragme pelvien et le fragiliser davantage. Donc, les signes cliniques sont dus au passage donc, des organes abdominaux ou pelviens dans près du périnée et aux dilatations sur le rectum. Donc, le motif de consultation peut être généralement, c'est un gonflement en région anale, une constipation, du ténesme, une émission de selles très douloureuse. Par contre, si jamais il y a un étranglement vésical ou bien une anse intestinale qui s'étrangle dans la brèche hernière, là, on aura d'autres signes comme une anurie, un abattement, des désordres métaboliques. Et là, ça représente une urgence chirurgicale. Donc, cette pathologie peut être unilatérale ou bilatérale. Elle est plus rencontrée à droite qu'à gauche. Il y a une étude intéressante que je voulais partager avec vous qui a été publiée en 2018 et en fait, elle a été portée sur 31 chiens. En fait, ces chiens-là avaient tous une hernie périnéale unilatérale et au moment de la chirurgie, on a réparé les deux côtés. En fait, l'idée est partie du fait que comme le diaphragme pelvien est fragilisé chez ces chiens-là, ça devrait être fragilisé des deux côtés. Et effectivement, au moment de la chirurgie, même le côté qui ne semblait pas atteint était fragile. Et en fait, la signification clinique de cette étude est de considérer éventuellement cette maladie comme étant une maladie bilatérale. Donc, l'hernie périnéale peut être localisée latéralement, dorsalement, caudalement ou bien ventralement, la localisation caudale étant la plus fréquente. En effet, souvent, on a une brèche hernière entre le muscle élévateur de l'anus,
le muscle sphincter anal externe et le muscle obturateur interne. Voilà, sur cette photo, ces photos-là, vous pouvez voir, donc sur la première photo, il y a une hernie périnéale ventrale bilatérale. La deuxième, on a un étranglement d'une anse intestinale. Et là, on voit un étranglement vésical avec de l'épiplomb qui sort de la hernie. Alors, le diagnostic repose sur les signes cliniques et la palpation rectale. La palpation rectale, en fait, va permettre d'évaluer les déformations rectales et de savoir si la hernie elle est bilatérale ou unilatérale. Les examens complémentaires comme la radiographie et l'échographie peuvent être intéressants pour évaluer la taille de la prostate et vérifier la position de la vessie. Le transit baryté peut également être une bonne méthode en fait pour estimer les déformations rectales. Passons maintenant au traitement. Donc, le traitement est essentiellement chirurgical car la gestion médicale est décevante. Et elle peut être aussi en fait un peu risquée parce que plus on tarde à réparer cette hernie, plus il y a un risque en fait que des anses intestinales ou bien une vessie viennent s'étrangler. Et là, ça sera plus une intervention chirurgicale en urgence. La chirurgie se passe en 2 temps. Le premier temps, c'est un temps abdominal. Le deuxième temps, c'est le temps périnéal. Donc, le temps abdominal, ce qu'on va faire, c'est on va castrer l'animal, comme c'est une pathologie hormonodépendante. On va venir fixer les organes en fait abdominaux dans leur position abdominale. Une semaine après, aura le temps, donc on fera le temps périnéal et à ce moment-là, on va en fait réparer la brèche hernière par la technique de transposition du muscle obturateur interne, qui est la technique de choix en première intention. Alors, la colopexie, donc qu'on va réaliser, en fait, elle va permettre de corriger l'inflexion sigmoïde et diminuer l'ampleur des autres déformations rectales. Donc, on va faire une pexie au niveau de la jonction tiers ventrale, tiers moyen de la paroi abdominale à gauche et on va scarifier la séreuse musculeuse au niveau du côlon. Et une incision longitudinale sur le péritoine et le muscle transverse avec une lame, donc une incision de en moyenne 3 cm est réalisée et on va utiliser un fil monobrun résorbable type PDS, aiguille ronde, pour suturer bord à bord la plaie colique et la plaie pariétale. Voilà, cette image-là, on peut voir la colopexie. Alors, dans un deuxième temps, on va faire la déférentopexie. En fait, la déférentopexie va permettre de replacer la prostate et la vessie, de les remettre un peu en place. Donc, comment on réalise la déférentopexie? En fait, on va aller chercher les 2 canaux déférents sous la vessie. Quand on a pris le soin de laisser assez long pendant la castration, et en fait, on va venir pour le faire passer entre 2 canaux, entre 2 tunnels musculaires de part et d'autre sur la paroi musculaire et les fixer ainsi. Voilà. La cystopexie, par contre, est optionnelle. On l'a fait que si il y avait une rétroflexion de la vessie. Donc, c'est pas systématique. Elle se fait en position physiologique de la vessie, un peu à droite. Donc, le temps périnéal. Donc, le temps périnéal, il nécessite une bonne préparation de l'animal. Donc, une diète de 24 à 36 heures est nécessaire pour le chien. On ne va pas faire de lavement dans les derniers 24 heures car il y a un grand risque de contamination du site opératoire. L'animal est mis sous antibiotiques, sous antalgiques. On va réaliser une vidange rectale ainsi qu'une vidange des sacs anaux pour ne pas être gêné au moment de la chirurgie. Et l'anus sera situé on va mettre une suture en bourse sur l'anus. Alors, on positionne le chien sur une table qui est inclinée et le chien aura le train arrière soulevé avec un petit coussin sous lui, en fait, pour bien soulever le train arrière avec les 2 membres postérieurs pendants à l'extrémité de la table. Donc, une tente à 360 degrés autour de l'anus est réalisée et la zone est bien scrubée. Donc, ici, on va s'intéresser à notre voie d'abord. Donc, l'incision cutanée démarre latéralement à la base de la queue
Elle part légèrement médialement vers l'anus et descend latéralement en dessous de la tubérosité ischiotique. On ponctionne délicatement la pseudosac hernière qui est juste des proliférations inflammatoires. Et comme un temps abdominal a été réalisé une semaine avant, on est censé avoir qu'un peu d'épiplan et du tissu graisseux rétropéritonéal. À ce moment-là, on doit identifier donc les structures anatomiques, à commencer par le faisceau vasculo-nerveux honteux interne qu'il faut absolument préserver. On a ensuite le muscle obturateur interne qui se situe ventralement sur l'arcade ischiotique. On a le muscle rétracteur de l'anus qui est souvent atrophié, le muscle sphincter anal externe, le muscle coccygien et juste derrière, on a le ligament sacrotubéral. En fait, il est important ce ligament sacrotubéral parce qu'il va nous servir pour attacher, comme point d'attache pour les différentes sutures qu'on va poser. Le muscle coccygien étant souvent très atrophié, donc ça ne va pas faire une accroche solide. Donc, on va refouler l'épiplan qu'on retrouve vers l'intérieur avec une petite compresse tenue au bout d'un clamp. Et maintenant, on va commencer à préparer notre muscle obturateur interne. Donc, on va faire une incision musculo-périostée sur le bord de l'ischiem. On va utiliser un élévateur à périoste pour dégager petit à petit les insertions des fibres musculaires sur l'arcade ischiotique. Cette désinsertion est poursuivie jusqu'au bord caudal du foramen obturé, mais attention à ne pas aller au-delà du bord caudal du foramen obturé afin de ne pas léser les éléments vasculo-nerveux du muscle. On obtient ainsi un volet musculaire qui permet d'être maintenu vers le haut. Donc, et on aperçoit ainsi sur la face ventrale de ce muscle le tendon qui est nacré et qui plonge latéralement en direction du fémur. Donc voilà, là, on commence à poser les sutures. Donc les sutures vont être posées entre la corde sacrotubérale et le muscle sphincter anal. Par la suite, on va poser des sutures, des points entre muscle sphincter anal obturateur et entre obturateur, muscle obturateur et la corde sacrotubérale. Donc, attention au moment de passer l'aiguille dans la corde sacrotubérale parce qu'on a le nerf sciatique qui passe juste derrière. Donc, en fait, ce qu'il faut absolument ne pas faire, c'est essayer de passer l'aiguille derrière la corde, derrière le ligament sacrotubéral. En fait, il faut passer l'aiguille dans l'épaisseur du muscle sacrotubéral, dans le ligament sacrotubéral. Donc, vous voyez ici le passage du nerf sciatique qui est vraiment juste à côté. Donc, les sutures, donc, ils sont juste posées. Maintenant, les fils, on va commencer à faire des sutures en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on commence par serrer la suture la plus externe, la plus dorsale, en allant vers la suture la plus interne. Donc, jusqu'à petit à petit refermer la brèche hernière. Voilà, donc ça ressemble à ce qu'on a une fois que l'hernie est refermée. Par la suite, on va juste refermer le plan sous-cutané et insurger ou bien des points simples pour fermer la peau. Les soins post-opératoires. Alors, il faut vérifier que la plaie reste toujours propre. L'antibiothérapie est prolongée de 10 jours. Il faut bien gérer la douleur en post-opératoire, en fait, parce que plus l'animal aura mal, plus il aura tendance à forcer, à faire du ténesme et forcer sur son diaphragme pelvien. Et on va mettre l'animal sous hyperdigestible si ça n'a pas été fait avant la chirurgie. En fait, c'est pour qu'il fasse des selles de plus petit volume. Alors, les complications qu'on peut rencontrer après cette chirurgie sont une infection de la plaie. En effet, c'est une zone qui est à haut risque de contamination. On peut avoir du ténesme, des troubles urinaires. Donc, les troubles urinaires, ça peut être c'est rare qu'on ait une anurie, c'est plus si jamais on a eu une rétroflexion de la vessie. On peut avoir aussi une incontinence fécale et malheureusement, c'est la complication la plus embêtante pour nous et pour les propriétaires, mais qui est souvent transitoire.
Les autres techniques chirurgicales qui existent sont la grille en polypropylène que vous connaissez. Donc, elle peut être utilisée seule ou en association avec la technique d'élévation du muscle obturateur interne. Donc, ça fait une structure qui est assez solide. Le problème, c'est que comme c'est un corps étranger, ça peut être rejeté par l'organisme. Donc, il ne faut pas utiliser la grille en première intention. La transposition du muscle fessier superficiel peut être intéressante pour refermer les hernies qui sont importantes ou lorsqu'on a un muscle obturateur interne qui est de petite taille. On peut faire les deux techniques au même moment, c'est-à-dire commencer par le muscle obturateur interne et après venir pour effectuer la transposition du muscle fessier superficiel. Le muscle semi-tendineux peut lui aussi être transposé. Cette technique est très intéressante pour les hernies ventrales récidivantes, mais c'est assez invasif comme technique chirurgicale, comme vous pouvez le voir sur cette diapo. Donc, pareil, ce n'est pas à privilégier en première intention. Alors, c'est une technique, la technique de la greffe autologue de fascia lata. En fait, c'est une greffe autologue. On va venir prélever du fascia sur la cuisse de l'animal. Donc, c'est le même jour de la chirurgie. L'avantage de cette technique, c'est que la taille du greffon peut être adaptée à la taille de la hernie. Donc, on va prélever ce greffon délicatement, qu'on mettra entre deux compresses qui sont humides, tièdes, avec du sérum phi, et qu'on va venir suturer sur le diaphragme pelvien, sur les muscles du diaphragme pelvien. Bon, l'inconvénient, c'est que ça fait 2 sites chirurgicaux à préparer et que, bon, généralement, ça se passe bien et le chien va boiter un peu après la chirurgie. La greffe hétérologue de la sous-muqueuse intestinale porcine, bon, c'est une technique cette greffe, c'est une matrice extracellulaire qui contient du collagène et des facteurs de croissance. C'est un implant solide, mais son coût reste élevé et c'est très difficile de se procurer cet implant dans les circuits classiques vétérinaires. En conclusion, je dirais que le traitement chirurgical doit être entrepris pas trop tard, une fois que le diagnostic est posé, au risque de laisser passer des organes abdominaux et de devoir opérer en urgence. Le temps abdominal est très important. Il va permettre, donc, on a vu, de bien replacer les organes abdominaux dans leur position normale, physiologique, et il faut absolument traiter les causes du ténesme. Donc, comme ça, l'animal ne va plus pousser sur son diaphragme pelvien. Donc, la technique de l'élévation du muscle obturateur interne reste la meilleure technique à faire en première intention, qui a des complications qui restent mineures. Et les autres techniques, si on doit choisir parmi les autres techniques, ça va être en fonction de la taille de la hernie ainsi que de l'intégrité des structures musculaires. Et ça reste toujours une chirurgie qui dépend de la technicité du chirurgien. Voilà, merci d'avoir suivi le webinaire. Et si vous avez des questions, c'est possible de les poser sur le chat. Alors, c'est ici. Hop. Alors, on a une question. Au bout de combien de temps peut-on espérer un retour à une miction normale lorsqu'on a des incontinences urinaires? Alors, merci pour cette question. Effectivement, donc les incontinences urinaires peuvent être un peu embêtantes donc pour les propriétaires et pour nous. Ces incontinences urinaires sont dues en fait à l'étirement des fibres aux fibres nerveuses qui énervent la vessie ainsi que la partie proximale de l'urètre. Et normalement, on peut espérer un retour à une miction normale au bout d'une semaine. Ça ne dure pas très longtemps. Alors, nous avons une deuxième question. Doit-on traiter les kystes paraprostatiques pendant le temps abdominal? Oui, merci pour cette question. Alors, les kystes paraprostatiques, si on a un grand kyste
pendant le temps abdominal, on peut l'épiploïser. Par contre, le cas le plus classique, c'est d'avoir des petits kystes au moment de faire le temps périnéal. À ce moment-là, on peut vidanger ces petits kystes, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Je pense que c'est tout pour les questions d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et on vous donne rendez-vous prochainement avec ma consoeur, le docteur Ekirch, pour un autre webinaire. Voilà. Merci beaucoup.